Allez, hop, on est parti pour ce point actu hardware. Aujourd'hui, mardi 16 février 2021. Des sujets plutôt intéressants, des questions à se poser aujourd'hui, le futur aussi, plein de choses plutôt sympas. On commencera avec un gros bilan sur la technologie et les ventes du SSD. Alors on viendra sur le nombre d'unités vendues, ce que ça représente en stockage, tout ça. Et on comparera un peu au disque dur traditionnel. C'est plutôt intéressant hein, comme chiffre. On aura ensuite deux news qui concernent des cyberattaques. Les cyberattaques qui sont de plus en plus répandues, je dirais, de plus en plus présentes dans notre quotidien et qui touchent de plus en plus de personnes. Alors mon écran vient de s'éteindre tout seul, ok, il vient de se rallumer tout seul. Très bien. Espérons que ça se reproduise pas. Donc les cyberattaques, deux news très importants et des vraies questions à se poser pour le futur, hein, parce que ça fait un peu peur de voir à quel point ça se démocratise. On aura ensuite une toute petite news sur le mining, le minage de crypto-monnaies. Un truc un peu atypique, mais c'est un peu pour une fois, c'est un peu un système D. Parce que pas d'autres activités en ce moment, vous verrez. C'est du dépannage, hein, c'est du dépannage. Ça a l'air d'être la galère chez eux aussi. On aura ensuite deux souris au programme, des souris vraiment dans l'air du temps avec des modèles légers à des prix assez corrects à voir. Donc qui est quand même réputé comme dans les meilleurs du marché, donc ça régale. On aura ensuite deux boîtiers PC plutôt orientés haut de gamme avec des beaux matériaux, les deux de la marque Jonesbo. Euh, vraiment des produits soignés, travaillés en termes de design et plutôt haut de gamme. Alors il va y avoir quelques problèmes sur les prix, enfin quelques problèmes je sais pas, mais il y a quelques questions à se poser. On soulèvera la question au moment de la news. Mais là-dessus, il me faudra votre avis parce qu'il y a des trucs, je suis pas sûr. On aura ensuite une petite news qui pose des problèmes AMD, des problèmes de fiabilité. Alors rassurez-vous, c'est pas non plus ultra grave, mais ça pose des questions. Euh, on parle des AMD Ryzen 5000, les derniers processeurs sortis par AMD sur des cartes mères B550 ou X570, les cartes mères dernière génération. Donc quelques petits problèmes, on verra les chiffres, on verra si c'est inquiétant. Ça peut l'être un petit peu. On finira avec une rumeur et une news insolite. Une rumeur sur une 3070 Ti. Rumeur, hein, on détaillera un peu ce qu'on y voit, mais on ne sait pas si on doit le prendre comme une erreur, un canular ou juste une fuite d'informations. Et on finira avec la console PS5 de 3 mètres de haut que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Euh, et le pire, c'est qu'elle est fonctionnelle. Et oui, oui, elle fait 3 mètres de haut, mais elle fonctionne. Incroyable. On va pouvoir commencer tout de suite avec les SSD. Alors, gros bilan des SSD. Vraiment gros bilan. On va revenir sur le nombre de SSD vendus sur l'année 2020. Et on a 333 millions de SSD vendus. On compte tous les SSD vendus, hein, pas seulement pour les particuliers, c'est vraiment tous les SSD vendus, que ce soit du professionnel ou au particulier, des grandes quantités au détail, c'est vraiment tous. Donc 333 millions.
pour une capacité, parce qu'après les SSD sont plus ou moins gros forcément, de 207,39 hexaoctets. Alors, l'hexaoctet, ça va être compliqué de vous imaginer ce que ça représente. Vous connaissez normalement le gigaoctet ou encore mieux le téraoctet. Le téraoctet qui est en gros 1000 gigaoctets. Ici, l'hexaoctet, c'est 1 million de téraoctets. Un hexaoctet. Donc voilà, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est très dur de se représenter, l'envergure de tels chiffres, forcément. Mais juste dites-vous que c'est énorme et dites 1 milliard, je me suis trompé, j'ai dit 1 million, c'est 1 milliard. 1 milliard de téraoctets. Un hexaoctet, c'est 1 milliard de téraoctets. Du coup, beaucoup. Beaucoup. À savoir que, du coup, ça, c'est les chiffres pour 2020. À savoir que sur le dernier trimestre de 2020, on a 87 millions de SSD vendus, ce qui est c'est quand même énorme. Et pour comparer un peu aux disques durs, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, et ben on a moins de disques durs de vendus, parce qu'on a seulement 260 millions sur toute l'année 2020. Mais en termes de stockage, on sait qu'un disque dur coûte moins cher au giga de stockage. Donc on a 1018 hexaoctets contre 207,39 pour les SSD. Donc on a quand même 5 fois plus de stockage vendu sur disque dur classique que sur des SSD. C'est quand même assez intéressant. Ça se démocratise, le SSD, même ça devient le plus courant. Par contre, pour faire du stockage pur, bah, on ira toujours chercher des gros disques durs qui permettent d'avoir des énormes quantités de stockage euh, pour pas trop cher. Parce que je vous raconte pas, un SSD de genre 4 Tera par exemple, ça commence à chiffrer là où un disque dur classique de 4 Tera n'est pas vraiment très cher. Donc plutôt intéressant. À noter aussi que bah, forcément, du coup, avec le SSD qui se démocratise, on a de plus en plus de SSD vendus. On est plus 20% par rapport à l'année dernière, donc en 2020 par rapport à 2019. Par rapport au disque dur qui lui a perdu 18% de volume de vente. Donc on vend moins de disques durs. Par contre, j'imagine qu'on vend des disques durs plus gros. Et vraiment, maintenant, le disque dur devient réservé soit à des trucs très peu chers, soit vraiment avec des gros disques durs pour du stockage plus classique. On a aussi un autre petit graphique qui peut être intéressant, qui nous présente les parts de marché. Alors on voit que certains gros acteurs prennent des grosses parts du gâteau, hein, notamment Samsung qui est ici en Bordeaux, qui a à chaque fois une bonne part du gâteau. De ce côté-là, on a les volumes en termes de nombre de SSD et ici en termes de volume de stockage. Euh, on voit que le deuxième, c'est Western Digital, qui est plutôt bien présent en termes de nombre, un peu moins en termes de volume, parce que c'est la moitié de Samsung en termes de volume de stockage. Euh, et certains petits autres moins connus ont réussi à avoir petit à petit leur part, et c'est quand même intéressant de voir que plusieurs acteurs arrivent à exister dans ce marché, ce qui nous permet en tant que consommateurs d'avoir des prix plus bas. Si Samsung était tout seul, et ben ils imposeraient leur prix et on aurait des SSD très très chers, ce qui n'est pas le cas, et c'est plutôt bien sympa. A noter qu'en ce moment, les SSD sont plutôt à des prix bas, donc à des prix intéressants. Pas sûr que ça se maintienne,
mais actuellement c'est pas mal. On continue avec notre première news sur les cyberattaques. Alors, on met dans le contexte, on parle d'un hôpital du département du Rhône qui a subi une cyberattaque, un ransomware, dans la nuit dernière. Du coup, déjà, ça fait écho à une news pas si vieille d'une cyberattaque un peu similaire sur un autre centre hospitalier. J'ai perdu l'endroit où c'était. Ah bah c'est écrit, c'est Dax. C'est Dax. Pardon, j'étais en train de réfléchir, en fait c'était écrit. Du coup, ça pose plein de problèmes. Ça a bloqué 3000 postes informatiques au sein de l'hôpital. Vous imaginez bien que les postes informatiques servent à plein de choses, de l'administratif au poste opérationnel de soins. Tout ça nécessite de l'informatique de nos jours et du coup, vu que tout est relié, tout est en réseau, j'imagine que une grande partie du système a été impactée. C'est quand même vachement problématique dans un centre hospitalier, hein, on va pas se mentir. Iotoxique. Euh, voilà, en vrai, les ransomware, c'est un fléau qui se propage sur notre monde depuis quelques années. C'était quelque chose qui était assez peu fréquent il y a encore pas si longtemps. Maintenant ça y va et vraiment, personne n'est à l'abri de tomber sur un ransomware. Il faut juste être prudent parce que en vrai, souvent, c'est malheureux à dire, mais souvent, l'erreur, elle est souvent humaine. C'est souvent quelqu'un qui a cliqué sur un mauvais lien ou qui n'a pas vérifié ce qu'il ouvrait ou ce qu'il téléchargeait. C'est souvent ça le problème. Après, je dis pas que là, c'est ça, hein. Je n'ai pas plus d'informations que les journalistes qui ont fait cette news. J'imagine que les gens les plus à même de répondre sont le service informatique de ce centre hospitalier, mais c'est vraiment compliqué. Beaucoup d'entreprises sont touchées par ce genre de virus, parce qu'en fait c'est juste un virus, hein. Euh, et il faut savoir aussi que souvent, contrairement à par exemple CD Projekt qui a été visé par une attaque, euh, où eux ils ont été vraiment visés, la plupart des autres ransomware sont lancés dans des grosses campagnes où ils sont envoyés vraiment à la volée sur plein de trucs, plein de moyens de propagation d'un coup, euh, et sont pas vraiment. Enfin, parfois il y a des trucs de ciblés, mais la plupart du temps, c'est juste un maximum de gens possible sans vraiment cibler qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est un moyen pour les malfaiteurs de gagner de l'argent parce que, comme le nom l'indique, le ransomware demande une rançon en général payable en bitcoin, donc intraçable. Et, euh, et en vrai, on n'est même pas à l'abri que ça marche vraiment. Il y a ça aussi. Et clairement, c'est très problématique. En vrai, c'est très problématique. Mais le vrai problème, c'est que, bon, on va pas se mentir, même si on a clairement pas le pire système de soins du monde, il y a des lacunes comme dans beaucoup de systèmes. J'imagine que les budgets alloués à la sécurité informatique ne sont pas fantastiques, malheureusement. Et de toute façon, même quand on a beaucoup de moyens, malheureusement, aucun système informatique connecté n'est 100% fiable et sécurisé. Ça, c'est la réalité. Le seul moyen de faire un système 100% fiable et sécurisé, c'est de l'isoler de tout réseau. C'est avoir uniquement un réseau interne et vérifier que rien d'étranger se connecte au réseau interne.
Voilà, c'est la vraie réalité du monde. À partir du moment où vous êtes connecté via un accès web ou quoi que ce soit, on- on- la- le 100% sécurité n'existe plus. On peut pas dire qu'on peut pas mettre des trucs, mais le 100% sécurité n'existe plus. Et on verra dans la news suivante que même quand on fait le meilleur taf du monde, il y a toujours les pirates qui sont des gens très ingénieux et imaginatifs trouvent toujours des moyens d'accès. Donc en gros le système parfait, parfaitement sécurisé n'existe pas. Et, euh, et en plus, la réalité c'est que souvent, et c'est dommage, hein, c'est souvent un manque de formation et un manque de connaissances, mais souvent c'est l'humain qui est le, le problème dans ces histoires, parce que souvent c'est quelqu'un qui a fait une erreur, qui a cliqué quelque part sans trop savoir, ou qui a téléchargé un truc sans trop savoir. Et souvent c'est ça, c'est malheureux, et c'est aussi un manque de formation des gens. Euh, mais souvent l'erreur est humaine plus que vraiment une faille dans les systèmes de sécurité interne au réseau, souvent malheureusement. En tout cas, c'est vraiment problématique, surtout quand ça touche des systèmes comme les systèmes hospitaliers, parce que là, on touche directement à la vie des gens et ça peut vite être dramatique. Et malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus récurrent. J'en vois tomber tellement régulièrement, toutes les semaines. Après, c'est pas toujours en France, mais vraiment, ça devient bien trop récurrent, donc il va falloir trouver des moyens, former les gens, trouver des systèmes de protection plus efficaces, je ne sais pas. Euh, je vous avoue que j'ai pas la réponse, hein. Si je l'avais, je la donnerais avec grand plaisir, mais il va falloir trouver des trucs parce que ça peut, vous vous rendez compte que des gens peuvent mourir. C'est horrible de dire ça, mais des gens peuvent mourir à cause de ce genre d'incident. Euh, c'est euh, c'est quand même dramatique. Donc il faut lutter contre et il faut aussi former les gens. Je pense que c'est vraiment important parce que beaucoup de gens sont ignorants sur, sur ce que peut apporter leurs actions sur un ordinateur. Et en, en sensibilisant les utilisateurs, on peut déjà faire progresser les choses, je pense. Même si je dis pas que là c'est la faute de quelqu'un, d'une personne, je sais pas, hein. Et du coup on continue avec le 2.0 du pirate informatique parce que là on s'attaque à encore quelque chose de plus complexe après le ransomware qui est horrible mais qui est un virus assez basique, un système de virus assez basique. Là on est sur un système bien plus complexe. Alors, on nous dit ici que plusieurs entités françaises ont été victimes d'une vaste cyberattaque. Alors déjà, ça fait pas trop plaisir quand on lit ça. Ensuite, on lit le nom des acteurs et on voit Airbus, Air France, EDF, Thales, mais aussi le ministère de la Justice. On commence à avoir la goutte de sueur qui commence à perler sur le front. Et en fait, on nous apprend que malheureusement, euh, ils ont tous été touchés parce qu'ils utilisent tous un même logiciel, le logiciel Centréon, un logiciel de supervision. Et en gros, des pirates ont infecté ce logiciel et du coup ils ont profité de cet accès pendant 3 ans. Ils ont profité de certaines failles non détectées pendant 3 ans pour avoir accès au système. Du coup quand même c'est des gros noms qui sont touchés, que ce soit des grosses entreprises ou le ministère de la Justice française quand même. Euh, donc voilà, hein, la technique 2.0 des pirates, c'est pas de s'attaquer à un système qui est robuste et vous imaginez bien dans des endroits comme Airbus, Air France, EDF, Thales ou le ministère de la Justice, on a un peu plus de budget pour la cybersécurité.
Les gens sont aussi plus briefés parce qu'on touche à des données qui sont plus sensibles. Leur technique n'est pas d'attaquer directement le système, c'est d'attaquer euh, un, une personne qui est utilisée au sein de ce système. Et derrière, et bah, ça donne une porte d'accès grande ouverte si on n'est pas détecté. Et on voit que souvent les gros groupes partagent ce genre de logiciels un peu utiles à tout le monde, des logiciels de supervision, peu importe la boîte, vous pouvez en avoir besoin. Euh, donc voilà, ils sont. De toute façon, il y a un truc et encore une fois, c'est dur de se dire ça, mais en gros, dans la cybersécurité, il faut se dire que le pirate a toujours un coup d'avance sur la défense. Toujours. Donc, c'est compliqué. Mais si on s'arrête à un moment, le pirate, il prend trop d'avance. Donc, on ne peut pas s'arrêter, il faut continuer d'innover pour nous protéger, c'est important, même si malheureusement, on sait que rien n'est vraiment sécurisé, qu'on trouve toujours des moyens de contourner les défenses, les sécurités. Euh, le système sécurisé à 100% n'existe pas, on voit ici hein, quand même. Vous imaginez bien que je vais pas parler pour tout le monde, mais au moins par exemple Thales, je peux vous dire qu'ils doivent avoir un système de sécurité vraiment au top et vraiment au point, mais même eux ne sont pas à l'abri, donc c'est un peu compliqué. Dans cette news, on n'apprend pas grand-chose et vaut peut-être mieux, ni exactement les moyens utilisés, mais pareil, il vaut peut-être mieux, parce que de ce que j'ai compris, c'est pas encore totalement résolu du côté du logiciel sans Centréon et ni les informations qui ont fuité, mais ça, pareil, hein, il vaut mieux. Euh, je veux pas savoir, je veux pas avoir de problème. Euh, du coup, euh, du coup, voilà, mais c'est quand même, encore une fois, un signe qui nous montre bien que la sécurité informatique, c'est un point sensible, on ne maîtrise pas assez, et on a encore beaucoup de failles qui peuvent être exploitées par on ne sait pas qui en plus, c'est aussi ça le problème. On continue avec du cyber, mais pas sécurité. On va parler du cybercafé, pas chez nous, mais ici on est au Vietnam et voilà un cybercafé du Vietnam qui vit mal la pandémie, comme j'imagine beaucoup de cybercafés à travers le monde, a décidé de reconvertir ses machines en rig pour miner de la crypto-monnaie. Euh, En vrai, on va pas leur en vouloir, hein, ils n'ont pas de clients. Si c'est un moyen de passer ces temps difficiles en faisant un peu d'argent tout de même, ou au moins en limitant les pertes, pour une fois, on va pas, on va pas en vouloir aux mineurs. Et puis eux, pour une fois, on va pas non plus leur en vouloir pour aller piquer des cartes aux gens qui veulent les acheter, parce qu'ils avaient sûrement déjà les cartes vu que c'est un cybercafé qui est là pour proposer des machines gaming à disposition. Donc voilà, eux ils piquent le matériel à personne. Ils font ça pour essayer de passer ces temps difficiles. J'imagine qu'en ce moment, être un cybercafé, ça doit pas donner le sourire tous les jours. Je veux bien comprendre. Bien sûr, ils ont des RTX 3080, mais encore une fois, c'est un cybercafé, ils ont bien le droit. Euh, Voilà comment les cybercafés essayent de survivre. Si on est au Vietnam, à Ho Chi Minh, euh, une technique comme une autre, hein, ils ont bien raison. En vrai, comment tu fais sinon? Faut bien faire rentrer un peu de sous dans les caisses. On continue avec des souris. Deux souris vraiment dans l'air du temps. La première, celle-ci. Alors comme ça, en vrai, elle paye pas de mine. On peut se le dire. Elle a l'air vraiment classique et en vrai, elle est plutôt classique. Ce qu'on peut dire d'elle, c'est que elle est dans l'air du temps. C'est une souris légère. Elle fait 70 grammes, 66 grammes, 66 grammes, ce qui est plutôt léger,
Surtout à noter que elle peut être sans fil, donc il y a une batterie à l'intérieur. 66 grammes avec une batterie. Petite batterie, seulement 48 heures d'autonomie, mais voilà, on veut être léger, il faut faire des choix. On peut avoir un fil, soit pour l'utiliser en filaire, soit pour la charger avec une connectique USB-C. On n'a pas le meilleur capteur du monde, mais ça fera très bien l'affaire pour quasiment tout. Si vous n'êtes pas le tryharder de l'infini du fast FPS, ça ira. Pour les joueurs pros, ils auront peut-être quelques petits trucs à redire, mais sinon c'est plutôt sympa. Et elle est très sobre, même si ça reste une souris avec les capacités de faire du gaming. Elle est légère, sans fil, très sobre. Seul petit problème dans cette histoire, elle n'est pas encore disponible. Elle sera disponible le 18 février, donc c'est bientôt. Mais elle sera disponible en précommande le 18 février. On ne sait pas trop exactement quand elle sortira. Et pour l'instant, elle est que annoncée pour le marché américain. Et du coup, prix en dollars, 80 dollars. Peut-être un peu cher. Peut-être un peu cher pour quelque chose qui se veut un peu simple, minimaliste. Voilà, franchement, j'aimais bien l'idée de simple, léger, possiblement sans fil. Mais là, 80 dollars, c'est un peu cher. Et pas encore trop d'infos sur la disponibilité réelle parce que c'est précommande. Donc, je sais pas trop. La marque c'est Ninjutsu et le modèle c'est Origin One X, comme la Xbox. Ils peuvent pas avoir de problème. Non, remarque, vu que c'est une souris et pas une console, j'imagine qu'ils peuvent pas avoir de problème. En tout cas, elle est très, très sobre et moi j'aime bien les souris sobres. Je trouve qu'on n'est pas obligé forcément de ressentir le gaming dans le look de la souris. Ça reste plus une question d'ergonomie que de design en général des souris. Et on continue avec une autre souris, alors encore une fois vraiment dans l'air du temps. Souris légère, 70 grammes celle-là. Elle est filaire. Celle-là, elle est pas sans fil. 70 grammes filaire. Par contre, c'est Endgame, la marque. Et c'est la Gear XM1R. Et visiblement, c'est une souris qui est plutôt réputée, qui a reçu plutôt des éloges. C'est... Alors, pour la couleur, je sais pas. Mais c'est la refonte d'une version existante. Et c'est une marque qui est nouvelle, mais dès leur premier modèle, tout le monde s'est accordé sur le fait que c'était une des meilleures souris du marché. Mais vraiment tout le monde. Donc, c'est un peu une petite pépite. Après, en termes de visuel, toujours les goûts et les couleurs, c'est toujours compliqué. J'avoue que je suis pas le plus fan du monde du visuel. Encore une fois, c'est quand même assez sobre. On a vraiment, en termes de caractéristiques techniques, on a tout ce qu'on veut avoir sur une souris gaming. Vraiment, vraiment tout. Du très bon capteur, des très bons switch, avec une durée de vie hyper longue. On y retrouve le LOD, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est en fait la distance d'activation de votre souris quand vous la levez. Toc toc toc. Et d'ailleurs, je crois que. Alors, on va regarder ensemble. Mais je crois que c'est amovible, non? Alors, attendez. Ici. Non, on peut pas enlever les... Non, ok, je croyais qu'on pouvait enlever les coques. Mais visiblement, non. Mais en vrai, la souris est quand même... peut-être un léger problème sur le visuel. Après, une fois que vous avez la main dessus, vous la voyez plus. Moi, je préfère qu'elle soit agréable à utiliser que belle, en vrai. Et le dernier point qui est quand même plutôt sympa, c'est qu'elle coûte pas très cher pour
une des meilleures souris du marché, parce qu'elle est disponible à seulement 59 euros. Et ça par contre, ça régale. 59 euros pour une des meilleures souris du marché. Ça me donne très envie de l'essayer. Peut-être, ça va peut-être partir en achat compulsif sur cette souris. Après, je vais avoir l'ancien modèle qui est très semblable. Voir les différences et les différences de prix. Mais elle a l'air vachement agréable en fait. Je trouve que la forme a l'air vachement ergonomique. Mais bon, les souris, hein, c'est très personnel. En tout cas, 59 euros, c'est quand même plutôt sympa pour vraiment en termes de caractéristiques techniques dans le panier haut du marché et, des éloges de la part de la presse spécialisée, donc c'est quand même assez fort. On continue avec du boîtier. Alors, aujourd'hui, deux boîtiers Jonesbo, des boîtiers plutôt orientés haut de gamme. Juste, on va se poser des questions sur ce premier boîtier qui a l'air plutôt stylé. Moi, je trouve plutôt stylé. Matériaux nobles, du verre trempé, de l'aluminium, des trucs qui font beau, qui font neuf, qui font bien. Les connectiques qui vont bien. La compatibilité qui régale parce qu'on n'est pas sur de la tour standard, sur un peu plus petit, mais on a quand même la compatibilité ATX, donc la compatibilité standard. Et ça, c'est plutôt fort. On va le montrer un petit peu vite fait pendant qu'on en parle. En vrai, on nous montre ici un boîtier vraiment haut de gamme, vraiment beau, vraiment stylisé, vraiment travaillé, compatible avec quasiment tout, sans être... Ah yes, la page qui recharge. Sans être sur une tour vraiment imposante. Seul petit... C'est pas un problème, c'est une question que je me pose. On nous annonce un prix de 85 euros. Tout ça sans ventilateur. Donc, ça peut paraître pas très cher. Effectivement, ça paraît pas très cher. Mais je suis pas sûr que ce soit le vrai prix. Parce qu'on va voir ensuite un modèle plus petit qui coûte largement plus cher. Donc, à voir en termes de prix. Mais en vrai, je le trouve vraiment stylé. C'est le... C'est... Si on veut pas une grande tour, mais qu'on veut quand même mettre une vraie config ATX, ça passe en plus. Ça a quand même beaucoup de choses pour lui. Et bah on voit que le design est quand même vachement travaillé. Ça rappellera sûrement d'autres trucs, hein, mais cette façade tout en métal, du coup je sais plus si c'est du aluminium ou acier, je sais pas. En tout cas c'est beau, c'est propre, ça passe bien dans un bureau, tout ça. Juste 85 euros, je sais pas. Je sais pas s'il va vraiment coûter 85 euros. S'il est à 85 euros, je dis oui. Mais je doute qu'il soit à 85 euros. Parce que celui-là qui s'affiche à 180 euros, donc bim, 180 euros, même marque, on se dit, il va être énorme. Et en fait, il est tout petit. Donc, allez m'expliquer. Ici, c'est le modèle i100 Pro. Donc là, on est sur du petit, hein, on est sur du mini ATX, si je me trompe pas. Voilà, j'ai déjà oublié. Ah yes, c'est pas marqué. Mais si normalement, on est sur du mini ATX, donc vraiment petit. Et il coûte 180 euros. Encore une fois, sans ventilateur inclus. Et on veut nous faire croire que celui d'avant, qui est plus grand et qui a du coup plus de matière, coûte seulement 85. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais avoir la vérité, mais je ne l'ai pas. Donc, donc voilà, je voulais vous poser la question. Sinon, c'est quand même des boîtiers vraiment jolis, vraiment travaillés. Je les trouve esthétiques.
Après ici, on a du RGB de partout et tout, on n'est pas forcément obligé. Mais je les trouve vraiment jolis, hein. C'est des boîtiers que je vois très bien sur des bureaux sans que, sans que ça fasse tâche ou en trop. Non, je trouve que c'est quand même plutôt réussi. Par contre, je vous avoue, 180 euros. euh, Oui, le RGB derrière la fenêtre teintée, bien sûr. 180 euros pour ça, c'est quand même très cher. C'est quand même très cher. Je ne suis pas prêt à mettre ce genre de prix pour des si petits boîtiers. Surtout en notant que aucun ventilateur n'est inclus. Et ça, à 180 euros, ça fait un peu mal, hein. On va pas se mentir. Mais vous voyez, ça a la taille grille-pain, quoi. Enfin, gros grille-pain, mais... On continue avec de la news pas très drôle, même si pas d'affolement, attendez d'avoir les chiffres. Mais on parle quand même de quelques petits soucis de fiabilité sur les processeurs dernière génération AMD, les Ryzen 5000, sur des cartes mères B550 ou X570, les cartes mères compatibles pour accueillir ces processeurs. Du coup, en termes de, de chiffres, c'est compliqué. On peut, d'un côté, on a certains chiffres qui sont inquiétants, voire très inquiétants, mais avec des, des échantillons très petits en fait. C'est plus ça le problème, c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas une production massive encore sur les processeurs où on a des hauts taux de problèmes. Euh, donc c'est Power GPU, un assembleur qui nous informe des taux des processeurs qui sont DOA, donc Dead on Arrival, c'est-à-dire qui sont non fonctionnels, quoi, à la réception. Euh, du coup, les chiffres qui sont problématiques, c'est notamment le haut de gamme, les Ryzen 9, où on a sur 50 Ryzen 9 5950X 8 pannes, donc sur 50 c'est énorme, et sur le 5900X on a 4 pannes, encore une fois sur 50. Donc moins grave. 8 sur 50 c'est quand même au-dessus des 10% de panne, on est du coup sur du 16%, c'est pas fou. On est sur 4 pannes sur 100 pour les Ryzen 7 et 3 pannes sur 120 pour les Ryzen 5. Donc on voit que les Ryzen 9, ils ont quand même plus de problèmes, mais aussi moins d'échantillons, parce qu'on n'a que 50 unités pour les Ryzen 9, là on a 100 pour les Ryzen 7 et 120 pour les Ryzen 5. Mais par contre, on va pas se mentir, 16% de taux de panne sur un processeur, peu importe l'échantillon, c'est compliqué, c'est énorme, c'est vraiment énorme, hein. Euh, et en vrai, même pour le 5900X, 8%, on n'est pas loin du alarmant. On n'est pas loin du alarmant, à partir de 10%, on commence à être mal. En plus de ça, en plus, on a aussi des problèmes avec les cartes mères qui supportent ces processeurs. Avec, pareil, 3 à 5 cartes mères qui arrivent non fonctionnelles. Euh, donc, il pose la question. Lui, en plus, Power GPU qui est un assembleur qui monte des PC. Donc lui, il reçoit du matériel qui est censé monter. S'il n'est pas fonctionnel, ça le plombe. Il reçoit un matériel qui ne peut pas monter et il doit attendre une prochaine livraison pour pouvoir monter ses PC. Donc voilà, lui, il souligne le problème. Il dit faut faire quelque chose parce que ça doit bien l'emmerder, ce que je comprends. Et effectivement, c'est un vrai problème d'avoir autant de matériel qui arrive non fonctionnel. Euh,
J'avoue que moi, ça m'est jamais arrivé, mais si quand j'avais commandé les composants de mon PC, j'avais eu des trucs qui n'avaient pas fonctionné après installation, j'aurais été sacrément déçu. Donc quand on en fait plein, j'imagine que le problème est probablement plus récurrent. Et il va falloir surveiller ça, parce que c'est quand même, encore une fois, l'échantillon 50 processeurs, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même, c'est quand même déjà un petit peu un échantillon représentatif. 16%, c'est énorme. On aimerait avoir des chiffres sur du 100 ou même du 500, ce qui nous donnerait une meilleure idée, mais ça fait un peu peur. On espère que c'est pas un problème récurrent et qu'on va pas entendre parler de ça dans les prochains jours pour dire que c'est un peu partout pareil. Ça ferait vraiment du mal à AMD qui est pas au top avec ses soucis de production depuis quelques temps. Mais à surveiller, vraiment à surveiller. On continue avec de la rumeur. Oui, on est seulement sur de la rumeur ici. On nous parle de la 3070 Ti avec 16 Go de mémoire dédiée. Alors, comment vous dire que vraiment, pour l'instant, on est sur de la rumeur. Doucement, on attend déjà le 25 février pour avoir la sortie des 3060. On verra s'il y en a, on verra combien elle coûte. Très, très important comme point. Euh, j'ai très très peur hein, à ce niveau-là. Vraiment très très peur. Comment on a eu ces informations? On l'a eu grâce à un site de vente qui vendait un PC monté équipé de cette fameuse 3070 Ti avec ses 16 Go de mémoire dédiée. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est un leak, si c'est une erreur, si c'est un miracle. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas si c'est une vraie information ou pas, si c'est vraiment quelque chose qui est prévu ou pas. Nvidia ne l'a jamais mentionné. Encore la 3080 Ti, on y croit fort 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 et on est presque sûr que ça va arriver parce il faut un truc pour faire la jonction entre la 3080 et la 3090, surtout en termes de prix. Euh, la 3070 Ti, c'est moins sûr. C'est moins sûr. Non pas qu'elle n'ait pas sa place, juste peut-être pas la priorité actuelle de Nvidia. Après, on verra dans le futur, hein, mais vraiment une information à prendre avec des pincettes. Ça peut être sympa, hein. Moi, je suis plutôt chaud, hein. Une 3070 Ti équipée de 16 Go de RAM. Je suis plutôt chaud. C'est un truc que je vois bien, qui peut tenir un peu dans le temps et tout. À voir ensuite les prix annoncés, c'est toujours la même chose, mais en vrai, pourquoi pas. Par contre, pas tout de suite, hein. Ça, je vous le dis, pas tout de suite. Déjà, on attend le 25, on verra avec la 3060, on verra ce qui se passe. Mais oui, hein, les séries 70, c'est souvent celles qui dépassent une génération. Et, et c'est souvent un des meilleurs investissements, une des cartes sur lesquelles vous avez le meilleur rapport qualité-prix et performance pendant tant de temps, ce qui est quand même plutôt agréable. Euh, on verra, mais effectivement, si ça vient à exister, beaucoup de gens seront intéressés par ce modèle. J'y crois. Surtout que souvent, les 70 sont vraiment pris par des gamers qui recherchent un minimum de performance. On finit avec une news que vous avez probablement vu popper sur les réseaux sociaux ou dans d'autres trucs, hein. On en a beaucoup parlé de cette fameuse PS5 de 3 mètres, 227 kg, équivaut 70 000 dollars, commandée par le youtubeur ZHC, que je ne connais pas du tout, sûrement un américain. Donc voilà la bête. Euh,
Donc en vrai, elle fait 3 mètres de haut, hein, vous voyez, le monsieur à côté, 3 mètres de haut, 200, plus de 220 kilos et 70 000 dollars pour une PS5 géante. What the fuck. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle marche. Elle est fonctionnelle, c'est une vraie PS5. Elle fait vraiment tourner. Vous pouvez la relier à un écran et il a une manette géante aussi. Et il peut jouer avec. C'est pas du tout pratique. Ça prend une place énorme. Ça coûte une blinde. Mais c'est un youtubeur américain donc il peut le faire. Non, en vrai, ça a pas vraiment de sens. Ça fait un peu genre de pub déguisée par Sony. Mais visiblement, il l'a vraiment acheté. C'est ça qui a l'air fou. Bon, après, on parle de lui un peu partout, donc au final, ça lui fait de la bonne pub, hein. Ça se trouve, il s'est rentabilisé. Ça se trouve, il s'est rentabilisé. À mon avis, elle ne chauffe pas et elle ne fait pas beaucoup de bruit. Mais par contre, j'aurais été curieux de savoir exactement ce qu'il y a dedans, si c'est vraiment exactement les mêmes composants. En gros, s'ils ont mis les composants d'une PS5 standard dans une hyper grosse coque, et si du coup, les 227, enfin les 227 kilos sont le poids de la coque, ou alors s'ils ont mis des énormes composants aussi. Euh, et il l'a customisé, il l'a peinte. Mais j'ai vu aussi des images où il jouait avec sa manette géante. Mais non, ça n'a pas de sens. Mais pas besoin d'avoir de sens quand t'es un youtubeur américain. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié ce point actu du jour. Avec des bons petits sujets, hein. Je me suis encore régalé ce soir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire vos retours. Je lis tout et réponds à tout avec grand plaisir. Euh, pour une fois que j'y pense, je fais la pub pour mes réseaux sociaux, mon YouTube et lâcher un petit follow sur Twitch si vous avez aimé. Et, euh, et voilà, on se retrouve demain pour la suite de l'actu hardware avec grand plaisir.